Si je vous disais qu'il y avait une phrase capable de relier l'époque actuelle de FNAF à celle de Scott Games, et si je vous disais qu'il y a une phrase dans l'un des opus les plus mystérieux de la franchise qui m'a amené à résoudre la quasi-totalité des mystères non résolus du lore. C'est fou, hein? Restez avec moi. Five Nights at Freddy's, ou FNAF, est l'une des franchises de jeux d'horreur, si ce n'est la franchise de jeux d'horreur la plus connue au monde. Les nuits, la terreur, les animatroniques, et ce truc sont toutes des parties intégrantes de la série qui l'ont aidé à atteindre les sommets des jeux les plus emblématiques de l'histoire. Et parmi les raisons de ce succès, on y trouve bien évidemment le lore. Même si certains aspects de ce lore ont été clarifiés, d'autres restent assez ambigus, tels que la nature du blob, l'identité de Burn Trap et de Glitch Trap, le costume à Springlock dans Sister Location, ce que Fazbear Entertainment a fait des assets MCM, ce que sont les Glamrock, pourquoi Monty est-il si agressif, pourquoi Golden Freddy semble-t-il si puissant, pourquoi Afton ne meurt jamais, où était le Mimic, qui sont les Shadow Animatronics, comment Afton a pu avoir un gigabunker pour les Funtime Animatronics dans Sister Location, et bien d'autres choses encore. Donc aujourd'hui attendez 2 secondes, j'ai rien dit, ces mystères viennent d'être résolus, et aujourd'hui je vais vous présenter cette théorie qui résout presque l'entièreté du lore, et tout commence avec ce personnage. Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. En rejouant à FNAF Sister Location, il y a une phrase qui m'est restée dans la tête et qui ne cessait de résonner dans mon esprit. Quel était ce costume dans lequel on se trouvait? Quel lien avait-il avec le lore exactement? Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'il s'agit simplement de Funtime Chica ou d'un animatronique inconnu, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous imaginiez avec moi que ce n'était ni l'un ni l'autre. Et s'il s'agissait de Nurse Dolly de Secret of the Mimic? Depuis longtemps, Scott a toujours refusé de nous révéler l'identité du costume dans lequel on se trouve lors de la 4e nuit de Sister Location. Et le fait qu'on nous présente aujourd'hui un personnage aux proportions quasiment identiques à celles de ce costume à Springlock est pour le moins étrange. Comme s'il essayait enfin de nous donner une réponse concrète à cette question qu'on a depuis 2016. Et après tout, Fazbear Entertainment est bien connu pour réutiliser certains de leurs anciens assets. Les Wizards, par exemple, sont utilisés comme pièces de rechange pour les Toy Animatronics. Ces mêmes Wizards qui seront plus tard retapés pour devenir les animatroniques classiques de FNAF 1. Ou Mangle qui est littéralement appelé Funtime Foxy dans FNAF World, nous indiquant que Fazbear aurait peut-être réutilisé un modèle de Funtime Foxy pour la pizzeria de FNAF 2. On sait que Fazbear souhaite réutiliser le code du Mimic pour le potentiel qu'il semble avoir. Alors, comme cette entreprise nous l'a déjà montré à de nombreuses reprises, pourquoi ne réutiliserait-elle pas aussi les autres créations de Murray? Après tout, MCM avait déjà créé des animatroniques pour Fazbear, notamment les Spring Animatronics. Après avoir pris possession de MCM, il serait totalement logique et même prévisible de la part de cette entreprise que Fazbear réutilise les modèles d'MCM en les ajustant selon leurs besoins initiaux. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ce costume
n'aurait jamais été utilisé pourrait être l'orgueil de William Afton. Par fierté, il aurait tout simplement refusé d'utiliser une vieille création d'Edwin, convaincu de la supériorité de ses propres robots par rapport aux siens. On sait qu'Afton est extrêmement fier de ses créations. Au vu du dialogue qu'il a tenu lors de Sister Location, ce ne serait pas surprenant. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. La phrase At least not the way it was meant to be used. Cette phrase, si elle fait bien référence au costume de Dolly, pourrait alors évoquer un échec à Springlock chez MCM. No, no, no! Poor Captain! Another Springlock failure? Ou bien tout simplement le Mimic qui utilise Dolly à ses fins jusqu'à complètement détruire le costume, comme l'on voit dans Secret of the Mimic. Et comme si on n'avait pas déjà assez de preuves pour soutenir cette théorie, Dolly est présentée comme faisant partie d'une série d'automatons de recyclage, ce qui sous-entend assez clairement qu'elle n'est pas la seule Dolly créée. To explain how it all works, let me introduce one of our many hard-working recycling automations. Say hello, Nurse Dolly. Il se peut donc que ce costume soit une autre version de Dolly, puisque l'original a été bien évidemment détruite, expliquant ainsi les légères différences de design au niveau du visage. Bien, maintenant qu'on a établi que Dolly est une candidate légitime pour le rôle du costume à Springlock dans la nuit 4 de Sister Location, une question demeure. Qu'est-ce que Baby veut réellement dire par It wasn't used the way it was meant to be used? Alors je sais que je retourne sur cette fameuse phrase, mais je vais présenter des arguments assez convaincants que cette phrase parle bien du Mimic. La nuit 4, c'est la nuit où on découvre le Scooper, même Scooper qui formera plus tard Ennard. Et quand on regarde les similarités entre Ennard et le Mimic, leur apparence d'endosquelette, leur lien au costume qu'ils portent, donc pour le Mimic les costumes MCM et pour Ennard la peau de Michael Afton, et pour les liens qu'ils ont avec des personnages clowns. J'aime donc bien penser que Circus Baby ne fait pas référence à l'incident Springlock que j'ai mentionné précédemment, mais bien aux événements de Secret of the Mimic. Mais si elle parle bien de ces événements, alors ça voudrait dire qu'il existe davantage de liens entre MCM et Fazbear qu'on ne le pense. Et c'est cette idée, mes amis, qui m'a entraîné dans la spirale que vous êtes sur le point de découvrir cette vidéo. Et cette spirale débute avec eux. Qu'est-ce que l'agonie? L'agonie, ou le Dark Remnant, est une forme d'énergie surnaturelle née de l'émotion négative du même nom. Une énergie dégagée par une détresse extrême, ou d'une mort particulièrement agonisante. Au contact d'un objet, l'agonie peut hanter cette matière, sans qu'il n'y ait forcément d'âme impliquée, comme dans une véritable possession. Si l'objet en question possède une certaine intelligence, comme un robot par exemple, il peut alors bouger, agir, et dans certains cas extrêmes, développer une conscience. Plus un objet est imprégné d'agonie, plus il gagne en capacité surnaturelle. Là où le Remnant semble provenir uniquement d'esprits ou d'âmes ayant marqué un métal, de leur présence paranormale, l'agonie quant à elle peut être générée par des êtres encore vivants. Toutes les émotions humaines auraient donc un certain impact surnaturel, mais l'agonie est la plus puissante d'entre elles. Alors vous allez probablement me demander quel est le lien entre Golden Freddy, Springtrap et la connexion Fazbear MCM, et ce lien est ma foi assez simple, Proto Fredbear et Proto Spring Bonnie. Voyez-vous, dans FNAF, deux personnages se distinguent très clairement les uns des autres, Springtrap et Golden Freddy. Springtrap parce qu'il survit littéralement à tout, jusqu'à être piégé dans le labyrinthe de FFPS, aka Freddy Fazbear Speedsaga Simulator. Au sein de FFPS, il semble même que Scraptrap aurait régénéré un cœur. Donc je vais vous expliquer. Dans FNAF 6/FFPS, il y a un certain segment de gameplay qui s'appelle les parties salvage, où on est placé dans un bureau devant un animatronique qu'on a trouvé dans la rue, qui nous est séparé par une simple table. On doit lui faire écouter des prompts audio et en fonction de sa réaction, on doit noter des choses sur une checklist. Au fur et à mesure
du temps, cet animatronique va bouger jusqu'à atteindre un état où il est sur le point de nous jumpscare. Et lorsque cet animatronique est sur le point de nous jumpscare, il va faire un son très particulier, une OST qui lui est seule. Et pour Scrap Trap, on entend littéralement les battements de son cœur. Golden Freddy, quant à lui, semble posséder des pouvoirs surnaturels. Il peut se téléporter, créer des hallucinations, voire même fabriquer de véritables enfers personnalisés. Et la raison pour laquelle ces animatroniques sont si spéciaux, c'est parce qu'ils seraient, selon moi, imprégnés de l'agonie de Edwin Murray. Laissez-moi développer. En manufacturant les designs de sa femme décédée, alors que William et Henry étaient littéralement en train de lui respirer dans la nuque pour qu'il avance dans son travail, Edwin a dû subir une quantité malsaine de stress. Ce stress constant aurait pu l'amener à déverser, jour après jour, une quantité démesurée d'agonie dans ses créations, jusqu'à leur achèvement. Si on part du principe que Fazbear a poussé sa flemmardise à un niveau supérieur, ce qui, soyons honnêtes, ne serait pas très étonnant, et qu'ils auraient réutilisé les matériaux même composant ces animatroniques pour créer les Fredbear et Spring Bonnie qu'on connaît tous, ce serait une explication parfaite. Voilà pourquoi Golden Freddy et Springtrap seraient dotés d'autant de propriétés surnaturelles. Un autre point qui renforce cette théorie, c'est la présence de Bub, un des animatroniques prototypes de MCM. À première vue, on pourrait croire à un simple clin d'œil à Sparky le chien, le faux animatronique issu du mythe FNAF d'internet, et je ne pense pas que ce détail est anodin. En effet, il existe un autre animatronique chien officiel dans la continuité de Fazbear Fright, Fetch. Dans le livre du même nom, Fetch est un animatronique canin possédé par Andrew, une des victimes de William Afton. Et ce robot est, sans aucune exagération, bourré de l'agonie d'Andrew. Et étant donné que le seul chien de la franchise jusqu'à là était directement lié à l'agonie, peut-être que les prototypes Springlock et Edwin, inclus Bub, partagent ce même statut. Alors oui, on peut soulever une incohérence. Si ces prototypes étaient aussi saturés d'agonie, ils devraient être agressifs, non? Eh ben, pas forcément. Les costumes visibles dans MCM ne sont que des costumes. Aucun d'entre eux ne semble abriter d'endosquelette, et donc aucun d'entre eux ne semble abriter de programme. C'est pratiquement la même chose pour Spring Monty, un autre prototype complet créé par Edwin. Et là, vous allez sûrement me demander comment est-ce que Monty peut se retrouver dans cette catégorie alors qu'il n'y a rien de surnaturel avec lui? Eh ben, laissez-moi finir. Dans le jeu Security Breach, Monty a probablement l'une des personnalités les plus agressives du groupe. Il est toujours en colère, au point de détruire sa propre attraction, juste pour pouvoir tuer Gregory. Ce comportement excessif pourrait très bien provenir de l'agonie qui le hante. Bien, maintenant qu'on a parlé de l'un d'entre eux, autant parler de toute la bande. Petite précision d'ailleurs, la raison pour laquelle je n'inclus pas Monty dans cette catégorie générale, c'est qu'il serait plus logique de parler de Monty avec les Springlock animatroniques, surtout vu son apparition dans MCM. En observant MCM, on remarque que tous les Glamrock, ou du moins leurs anciennes versions, semblent avoir eu des prototypes conçus par Edwin, Roxanne, Chica et même Freddy. D'ailleurs, le Freddy prototype qu'on croise dans Ruin, à Phaser Blast, partage les mêmes anomalies que celui d'Edwin, tête manquante, cavité abdominale ouverte, etc., etc. Je pense que le virus Glitchtrap aurait éveillé ces restes d'agonie au sein des Glamrock, inclus Monty, et la raison pour laquelle Freddy ne se serait pas fait toucher jusqu'à Ruin par cette infection serait qu'ils sont en safe mode. Après avoir perdu sa tête dans Ruin, si la fin Princess Quest est bien canon, il aurait perdu tout semblant de lucidité, vu que son programme mère semble se trouver dans sa tête, laissant l'agonie ainsi prendre le contrôle de son endosquelette. Mais alors, d'où vient cette infection dans la méga Pizzaplex? Attends, comment ça Glitchtrap c'est le... Alors oui, il y a sûrement beaucoup de personnes qui vont venir me crucifier en commentaire, mais je le pense, et j'en suis persuadé, mais Glitchtrap et Burntrap sont le Mimic, plus précisément M2. Mais avant d'aller plus loin, il faut rapidement revenir sur l'histoire du Mimic dans les jeux. Créé par Edwin Murray,
Un ingénieur prodigieux en plein deuil de sa femme, le Mimic avait à l'origine un seul but, imiter parfaitement Fiona Murray, la défunte épouse d'Edwin Murray. Cette première version du programme est appelée M1 ou tout simplement Mimic 1. Peu de temps après, le fils d'Edwin meurt à son tour, dans des circonstances assez floues. Dévasté, Edwin crée alors une nouvelle version du programme, Mimic 2 ou M2. M2 sera celui qui restera à l'intérieur de l'endosquelette, tandis que M1 sera transféré dans un superordinateur nommé F10N4 ou Fiona. Réalisant trop tard l'énormité de son erreur, celle d'avoir tenté de remplacer sa femme et son fils par des machines, Edwin entre dans une rage désespérée. Dans un élan de colère et de détresse, il frappe le Mimic, l'imprégnant malgré lui de son agonie, ce qui corrompt la machine et la transforme en un animatronique aux tendances meurtrières. Après avoir récupéré son code du corps d'Arnold, le Mimic retourne à MCM, où Cassie, pensant libérer son ami Gregory, le relâche sans s'en rendre compte. À partir de là, le mystère continue. Je vous l'accorde. Moi aussi, je pensais que Glitchtrap et Boundtrap étaient bien William Afton. Moi aussi, j'ai eu ce petit soupir de déception en apprenant le contraire. Mais aujourd'hui, il y a trop de petits détails qui pointent vers une seule et même vérité. Les nouvelles itérations de Spring Bonnie sont bel et bien le Mimic. Déjà, regardez les parallèles entre le Mimic et Boundtrap. La posture du Mimic d'Orwin est pratiquement identique à celle de Boundtrap. Une main en avant et l'autre légèrement en arrière, opposée sur le torse. Ensuite, dans les livres, le Mimic est décrit comme ayant des oreilles de lapin, similaires à celles de Boundtrap et de Glitchtrap. Et enfin, un détail assez rare mais essentiel à cette thèse, mais dans l'épilogue 7 de Tiger Rock, le Mimic rencontre Kelly, cachée dans un costume de chien bleu. Croyant qu'il s'agissait d'un costume vide, le Mimic se faufile à l'intérieur, écrasant Kelly et la tuant sur le coup. Plus tard, il retire le costume, se débarrassant à la fois du corps et de la combinaison. Cet épisode de Tales from the Pizzaplex pourrait totalement expliquer la jeunesse de Boundtrap. Après avoir absorbé des montagnes de données liées au meurtre d'Afton, le Mimic aurait naturellement essayé de l'imiter, trouvant ses restes et son vieux costume dans les ruines de FFPS. Il aurait alors enfilé le costume de Scraptrap avec à l'intérieur les restes d'Afton ou peut-être ceux d'une autre victime inconnue. Et de la même manière que dans Tiger Rock, en retirant le costume de Boundtrap, le Mimic se serait aussi débarrassé du corps à l'intérieur, conservant un petit morceau de chair humaine sur sa joue. Un autre détail intéressant dans Ruin, à la toute fin, lorsqu'on retombe dans la zone du combat de boss, on observe des traces de griffes similaires à celles de Boundtrap traînant jusqu'à la salle où le Mimic se trouve. De plus, la main droite du Mimic, celle où Boundtrap avait ses griffes, semble être remplacée par une main alternative, comme si ce dernier s'était fait couper la main. Ce serait donc la raison pour laquelle le Mimic n'aurait pas les mêmes mains que Boundtrap. Dans la dernière phase de Secret of the Mimic, donc attention aux spoilers, mais le Mimic nous poursuit dans une réplique de la pizzeria de FNAF 1, portant un costume d'amalgame d'animatronique classique avec une tête de lapin. Tous les concept art que je vais d'ailleurs mettre à l'écran montrent d'ailleurs une tête de lapin sur le Mimic, preuve que ce choix de design n'est pas anodin. Enfin, cette dernière phase affiche aussi une carte issue de FNAF 3 liant une fois de plus Afton / Boundtrap et le Mimic, comme si depuis le début il s'agissait du même être. La raison pour laquelle tout cela semble si étrange, c'est qu'initialement Boundtrap devait avoir un rôle très différent. Peut-être donc que Boundtrap était censé être le Mimic depuis le début. I think that's really the only example when my idea of how a game was going to go was misaligned with how things were going with Steel Wool, and I had a specific story for this in mind. Okay, for Security Breach, I really did. I had a very specific story in mind, and it is very different than the one that got in the game. And I think a part of that is the way that I conveyed that to Steel Wool, because what I was trying to do was I was trying to tell Steel Wool to do specific things throughout the game, put specific items in specific places, have specific characters do certain things, meanwhile not telling them what the story plot was. Because in my head, I was thinking, okay, when people find this, they will connect this to this to this, and it will all be revealed. And I thought I could do that without telling Steel Wool the story plot. That didn't work out very well because they got all of these pieces and they thought it was their job to
connect them in a way that made sense. And so really what you ended up having were the same pieces, but telling completely different stories. And since I was trying to kind of tell a specific story with mine that went a certain direction, they were taking pieces I didn't fully understand and trying to craft a story out of them. And again, I don't blame them for that. I blame myself for that, because I guess what I should have done is just said, hey, here's the story. Here's why these pieces are here. Here's how they're supposed to connect. And I can give you a really easy example for this. And I'm hesitant to say this because I don't like messing with the lore, but I think in this case, it's okay. When it comes to Burn Trap, originally, Burn Trap was never supposed to move. He was supposed to just be something you saw in the corners, or like if you were walking past machinery, you might be able to peek in between two things and see him in the corner or propped up against a wall, almost like a some kind of decaying movie prop, and you never fully understood what his purpose was. And he had a very specific purpose, and I'm not going to say what that purpose was, but realistically, he never moved. Well, obviously that's not what we got in Security Breach. In Security Breach, we got a capsule opening and purple smoke flowing out and him climbing out and coming to get you. Peut-être donc que Burn Trap était censé être le mimique depuis le début. Dans Hellpointed 2, lorsqu'on réassemble Glitch Trap dans l'une des fins alternatives, en collectionnant tout un ensemble de figurines qui sont des malwares déguisés, on voit Glitch Trap sortir du pod de chargement de Burn Trap, reproduisant exactement les mêmes mouvements que lui. Ce détail est capital. Glitch Trap et Burn Trap et Glitch Trap. En plus de cette simple observation, d'autres éléments viennent renforcer cette théorie. Premièrement, les circuits imprimés que Fazbear Entertainment a scannés afin de recycler toute donnée exploitable pourraient appartenir au programme du Mimic lui-même. On sait que MCM et le Mimic étaient déjà des propriétés de Fazbear Entertainment depuis très longtemps dans la chronologie de la franchise. Il est donc tout à fait possible qu'ils aient réutilisé ces données dans le développement du jeu Hellpointed, et que cette réutilisation d'anciens codes soit un parallèle direct avec Fazbear Entertainment dans Tales from the Pizzaplex. Là aussi, l'entreprise tente de réemployer le code du Mimic pour améliorer l'apprentissage de ses endosquelettes, ce qui finit par une infection des endosquelettes de la Pizzaplex par le programme du Mimic. D'ailleurs, dans Hellpointed, un easter egg nous montre une tête d'endosquelette étiquetée ORGN pour origine. Cela pourrait désigner l'endosquelette originel, le Mimic lui-même, comme étant à l'origine de Glitch Trap. Et contrairement à la plupart des animatroniques, Glitch Trap est un costume similaire à ceux que porte le Mimic dans MCM et dans la fin secrète de Ruin. De plus, Glitch Trap, donc le Mimic, semble être représenté par LP, à la fois dans Hellpointed 2, excusez-moi de l'anglicisme, Hellpointed 2, et dans Ruin, où tous deux nous poussent à accomplir des actions qui leur sont profitables. Le modèle Fazbear d'LP, quant à lui, semble mélanger les palettes de couleurs de Mr. Helper et Mrs. Helper, comme s'il était leur fils, sachant que Mr. Helper et Mrs. Helper sont tous deux des créations de Fiona et d'Edwin Murray. Comme si on nous indiquait que LP / le Mimic était le fils de Fiona et d'Edwin, donc le Mimic. Bref, la quantité de preuves soutenant cette théorie est tout simplement énorme, mais si elle s'avérait exacte, elle poserait une autre question assez fascinante. Qui est Mexes ? Plusieurs détails implicites semblent indiquer que Mexes n'est d'autre que l'ordinateur F10N4, ou Fiona. Déjà, visuellement, les deux ordinateurs sont identiques. Puis, Mexes a été créé pour capturer le Mimic et le maintenir enfermé, tout comme le programme Cradle de F10N4, dont la fonction est de protéger le monde extérieur du Mimic et le Mimic du monde extérieur. Enfin, la silhouette de lapin représentant le programme Mexes possède des traits faciaux similaires à ceux de Sun dans le mini-jeu Moon.exe, qui représenterait Fiona / F10N4. Toutes ces preuves nous ramènent à une conclusion assez politique. La famille Murray serait en quelque sorte prisonnière dans les profondeurs du gouffre de Roxy Raceway. Tout au long de la franchise, les Shadow Animatronics restent les personnages les plus mystérieux de tous les jeux. Ils apparaissent visiblement dans 3 jeux de Scott, puis disparaissent. Jusqu'à cette apparition mystérieuse, de nombreuses peluches Nightmarion au sein de la Pizzaplex. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe 8 Shadow Animatronics. Shadow Freddy, RWQ, FS, FA,
SXC / Shadow Bonnie, Shadow Balloon Boy, Shadow Puppet, Shadow Mangle, Shadow Cupcake, Nightmarion / Nightmare, Exor / Shadow Didi. Tous sont des êtres non physiques qui semblent aider soit à libérer les âmes des animatroniques, soit à établir Happiest Day, soit à punir la famille Afton. Mais pour comprendre ce que sont vraiment les Shadows, il faut savoir d'où ils viennent. Pour moi, la réponse est simple. Les Shadows animatroniques sont des créatures d'agonie. Dans FNAF AR, il y a une section de gameplay où, en absorbant du Dark Remnant, avec notre lampe torche, on se retrouve face à face à Shadow Bonnie, qu'on doit combattre à coups de flash de lampe torche. Le Dark Remnant est simplement du Remnant assombri par l'agonie. De plus, Nightmare, appelé Shadow Freddy dans les fichiers de FNAF 4, a une voiceline très spécifique dans Ultimate Custom Night qui suggère qu'il serait né des méfaits de William Afton. C'est d'ailleurs la même chose pour Nightmarion, qui a une voiceline quasiment identique à celle de Nightmare. Et dans Security Breach, Nightmarion est explicitement appelé Nightmare à travers toutes les peluches éparpillées dans toute la Pizzaplex, nous indiquant que les deux seraient en fait le même personnage. Les Shadows semblent donc être nés des méfaits de William Afton. Mais bien que tous les Shadows animatroniques soient différents, un seul mini-jeu m'a convaincu que les premiers Shadow animatronics, donc Shadow Bonnie et Shadow Freddy, sont nés de l'agonie causée par la détresse d'Edwin face à la mort de sa femme et aux pressions constantes de William Afton et d'Henry. Dans un des mini-jeux FNAF 3, Shadow Bonnie semble naître lors de l'ère des Springlock. Cette théorie pourrait d'ailleurs expliquer cette apparition si hasardeuse dans un mini-jeu qui semble si important à la franchise. En plus, les animatroniques Springlock ombragés dans un mini-jeu de FNAF 4 ont exactement la même teinte de violet que Shadow Bonnie dans ce même mini-jeu dont j'ai précédemment parlé. Plus tard, les Shadow Animatronics auraient accumulé l'agonie générée par les meurtres des MCI et puis des DCI, et ils auraient donc adopté de nouveaux objectifs. Libérer les âmes du MCI en détruisant les animatroniques possédés et organiser Happiest Day pour le Byte victime, alias Dave Afton. Regardez la vidéo de Hyperdroid qui explique pourquoi le nom du Crying Child serait Dave Afton. Elle est vraiment intéressante, en plus elle est vraiment convaincante. La présence des peluches Nightmarion et des Savbot Nightmarion dans la Pizzaplex s'expliquerait alors par les restes d'agonie laissés par les victimes de Vanny et de Glitchtrap, est une agonie de la mort dans FNAF, comme en témoignent ces voice lines récurrentes sur le mot mort. This time, death cannot save you. Let's taste death again and again and again. Ce serait donc une raison assez possible pour laquelle ce dernier serait omniprésent dans la Pizzaplex. Outre les Shadows, il existe plusieurs autres créatures d'agonie dans l'univers FNAF. Pizz Bonnie, Eleanor, The Agony, et bien sûr le Blob. Le Blob est un véritable mystère de la franchise. D'un côté, il partage des ressemblances avec Molten Freddy, donc la tête de Funtime Freddy et le fait qu'il soit entièrement composé de câbles, et d'un autre côté, il est complètement différent. Premièrement, il est immense. Il est vraiment massif. Deuxièmement, il porte un masque de Funtime Freddy réparé, contrairement au masque rouillé et complètement détruit de Molten Freddy. Et surtout, le Blob agit comme une bête sauvage, comme un animal instinctif. Il ne semble pas aussi intelligent que les autres animatroniques. Il n'a pas de motivation claire. Mais je pense avoir percé ce mystère. Le Blob n'est pas possédé par les âmes du MCI ou du DCI, comme certains pourraient le croire à cause de Molten Freddy et de Molten MCI, qui est d'ailleurs une théorie très intéressante que je pourrais aborder dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Je suis très loin dans mon script. Ça demande beaucoup d'efforts. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo. Il serait plutôt en partie composé d'agonie, peut-être de l'agonie d'Edwin, mais plutôt de l'agonie des employés de la Mega Pizzaplex. Les preuves sont assez convaincantes. Premièrement, Glamrock Freddy semble reconnaître ses amis
à l'intérieur du blob. Ses amis pouvant être très probablement des membres du staff piégés et tués par Vanille Glitchtrap. Deuxièmement, comme je l'ai dit, la tête du blob est Funtime Freddy, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Deuxièmement, comme je l'ai dit, la tête du blob est Funtime Freddy. On sait que Edwin Murray a créé Mr. Helpful et Mrs. Helpful, ainsi Helpy. Helpy étant une variante de Funtime Freddy, je ne pense pas que ce détail soit anodin. D'ailleurs, son apparition dans une zone si profonde de la Pizzaplex suggère qu'il provient de ce qu'il se cache en dessous, là où on trouve les costumes de MCM et le mimique dans le gouffre de Roxy Raceway sous FFPS. Il est donc très probable que des éléments MCM, il est donc probable que le blob soit un amalgame composé d'assets MCM ayant été infectés par l'agonie d'Edwin. Là où le blob semble calme avec Glamrock Freddy, il attaque Burn Trap sans aucune hésitation, comme s'il le connaissait déjà, comme s'il souhaitait prendre sa vengeance sur le mimique. Enfin, concernant les morceaux d'animatronique qui composent le blob, dans les livres, il existe un personnage nommé Eleanor, une créature d'agonie qui se dissimule sous l'apparence d'un animatronique ressemblant à Circus Baby. Ce serait trop long à expliquer en détail, mais ça mériterait une vidéo entière à elle-même. En gros, lorsqu'elle révèle sa vraie forme, Eleanor est une créature chaotique et sombre, dotée de tentacules noirs d'une teinte rouge sang. Et vous savez qui a des tentacules sombres? Le blob. Il est donc possible que toutes les têtes d'animatroniques aux yeux rouges brillants soient des constructions d'agonie et non des véritables parties des costumes d'animatroniques. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Fazbear Entertainment a utilisé les actifs appartenant initialement à MCM? Je pense que Fazbear a en partie réutilisé les assets MCM pour créer les animatroniques Springlock, puis les classiques, et possiblement le code du mimique, en supposant qu'il a été capturé, pour l'intégrer dans les Glamrock, un peu comme dans les livres Tales from the Pizzaplex, et possiblement même dans les Funtime. Oui, je sais, ça sort de nulle part, mais une quantité surprenante d'éléments dans leur blueprint montre que les Funtime ont une capacité exceptionnelle d'imiter, de copier et de répliquer certains comportements et certaines voix en faisant semblant. Par exemple, Hound Unit a la même voix que Dispatch. Une bonne partie des animatroniques MCM semblent être devenus des Funtime. Donc Big Top en Music Man étant explicitement mentionné comme étant un Funtime, Mr. Helpful en Helpy/Funtime Freddy. Et d'ailleurs, dans Help Wanted 2, Mimic est représenté par Helpy, un animatronique Funtime. Dans l'une des fins de Ruin, Mimic semble être vaincu par un Scooper que Cassie active contre lui. Le Scooper étant un concept ayant été créé dans Sister Location. Ensuite, dans Sister Location, comme l'indique le code source dans des teasers, donc je vais vous l'afficher à l'écran parce que ce serait trop compliqué de le dire à l'oral, Chica's Party World était un client de Seabears / Circus Babies Entertainment and Rentals. C'est probablement là que Funtime Chica aurait été stocké pendant un moment. Mais dans Secret of the Mimic, on découvre que Chica's Party World est une création de MCM, ce qui établit un lien supplémentaire entre les deux complexes souterrains. Enfin, concernant l'immense bunker de William Afton qu'il possède de nulle part, il aurait pu s'agir de zones non explorées par Arnold, le personnage qu'on joue dans Secret of the Mimic. Je tiens à préciser qu'on n'a pas exploré l'entièreté de MCM, certaines portes restent fermées, et vu la taille colossale du complexe vu de l'extérieur, ce ne serait pas surprenant. Cela expliquerait comment Fazbear aurait pu récupérer le fameux costume de Dolly, dont j'ai parlé au début, et tous les autres actifs MCM utilisés par Fazbear. Tous ces éléments liant MCM à Sister Location servent probablement à nous démontrer de manière implicite que certaines parties de MCM ont été réutilisées pour Cyber et les autres expériences machiavéliques de William Afton. En parlant des expériences de William Afton, beaucoup de petits détails lient également la partie cachée de MCM, donc la maison Murray, à la chambre secrète du Circus Babies Entertainment and Rentals. Premièrement, la fin secrète du jeu.
On redémarre le mimique dans ce qui semble être la chambre de David Murray. Cette chambre a une palette de couleurs très similaire, voire identique à celle du Crying Child / Dave Afton. Ensuite, le Crying Child, Dave Afton, porte un nom très similaire au fils d'Edwin, David Murray. Et donc, en parallèle, au mimique. Mais avant de présenter mon dernier argument, il faut poser le contexte. Dans un des livres Tales from the Pizzaplex, précisément Dithophobia, on suit Rory, un enfant de 7 ans, prisonnier d'une boucle de vie infernale dans une maison sans issue. Il se réveille, se douche, mange, va à l'école, puis va au dodo. Enfin, ses nuits ne sont pas celles d'un garçon normal. Nuit après nuit, Rory est forcé à combattre les Nightmare Animatronics, exactement comme nous dans FNAF 4. Après quelques années dans ce cycle infernal, Rory découvre que toute sa routine n'était qu'une illusion causée par un gaz hallucinogène. Même les monstres qu'il combattait n'étaient que des mannequins sur des rails conçus pour tester l'étendue de sa peur. Il comprend alors que sa maison se trouve dans Circus Baby's Entertainment and Rentals et que toute sa vie n'a été qu'une expérience orchestrée par son kidnappeur, William Afton. Beaucoup pensent que ce volume de Tales from the Pizzaplex raconte l'histoire de Michael Afton dans FNAF 4, qui serait, selon l'appel téléphonique Easter egg du jeu, le protagoniste de FNAF 4, comme dans presque tous les autres jeux FNAF. Or, l'un des prototypes de MCM, le prototype de Foxy, est littéralement un animatronique mannequin sur roulette. Coïncidence? Je ne crois pas. Foxy ici représente à la fois Michael Afton, mais aussi les Nightmare Animatronics. Les expériences Nightmare seraient en partie causées par la morsure de 83, en tout cas dans le canon des jeux. William Afton aurait voulu punir Michael pour ses actions en profitant de l'opportunité de faire des expériences sur la personne qu'il déteste le plus au monde. Cette itération de Foxy confirmerait donc deux choses. 1. La théorie que Michael Afton serait la victime des expériences Nightmare, et 2. Que Cyber serait en partie composé d'actifs MCM. Et voilà mes amis, je conclue aujourd'hui cette théorie. Si cette dernière vous a fait tilter, ou si vous voulez me détruire en commentaire, j'attends vos réponses. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et salut les gens!